Un milliardaire rend visite à la tombe de sa fille et découvre un homme simplement, un concierge en train de pleurer devant sa pierre tombale avec un petit enfant à ses côtés. Mais que se passe-t-il lorsqu'un père riche, le jour de l'anniversaire de la mort de sa fille, réalise qu'elle avait un enfant secret et que cet enfant se tient juste devant lui? La vie de Richard Dubois ressemblait à une forteresse faite de verre et d'acier solide, luxueuse et froide. Son penthouse se trouvait au 57e étage de la tour, portant son nom surplombant les lumières scintillantes de Paris. À 54 ans, Richard était l'incarnation de la définition française du succès. Du moins tel qu'il se percevait, son cheveu noir, grisonnant aux tempes, et ses yeux bleus, autrefois perçants. Portait maintenant de lourdes ombres, le poids de nuits blanches et de regrets irréversibles. Son nom figurait sur les couvertures de magazines spécialisés en immobilier. La presse le surnommait le roi de l'immobilier du Nord-Est. Mais dans cet appartement somptueux, le seul son que le cœur de Richard pouvait entendre était le vide retentissant de sa propre vie. Isabelle Marie Dubois. Elle était morte il y a 10 ans, un soir pluvieux d'octobre. La voiture avait perdu le contrôle et plongé directement dans la Seine. Isabelle n'avait que 24 ans. Richard se souvenait de chaque détail de cette nuit. Il se trouvait à Tokyo pour une réunion portant sur une acquisition de 200 millions d'euros. Le téléphone sonna à 2 heures du matin. La voix tremblante de son assistante résonna à l'autre bout du fil. Le vol-retour dura 14 heures. Lorsqu'il arriva enfin à l'hôpital, il était déjà trop tard. Une chambre froide, un drap blanc recouvrant un petit corps. Richard souleva le drap de ses mains tremblantes. Le visage d'Isabelle semblait paisible comme endormi, mais sa peau était glacée au toucher. « Ma fille », sa voix se brisa. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. » Mais des excuses faites trop tard. Que des fantômes. Lorsque Isabelle mourut, une partie de l'âme de Richard partit avec elle. Pendant les 24 courtes années de sa vie, Richard avait été le genre de père toujours absent, pas parce qu'il n'aimait pas sa fille. Il l'aimait profondément à sa manière. Mais cet amour avait toujours été éclipsé par le travail, les réunions, les affaires qu'il se convainquait impossibles à manquer. Il se souvenait encore de son 6e anniversaire. Elle l'avait supplié de rester pour sa fête avec ses amis, mais ce jour-là, un client était arrivé de Dubaï. Richard choisit la réunion. Quand il rentra chez lui à 23 heures, Isabelle s'était endormie sur le canapé, toujours vêtue de sa robe de princesse rose. Le gâteau d'anniversaire était intact sur la table, ses 6 bougies depuis longtemps éteintes. Sa femme Catherine le regardait avec des yeux froids. Elle avait attendu jusqu'à 21 heures, puis avait pleuré pendant 2 heures. Richard s'agenouilla près de sa fille, endormie, lui caressant doucement les cheveux soyeux. « Je vais me rattraper, ma chérie, je te le promets. » Mais il ne tint jamais cette promesse. Il y avait toujours une autre affaire, un autre vol, une autre raison d'être absent. Lorsque Isabelle eut 12 ans, Catherine demanda le divorce. « Je ne peux pas vivre avec un homme marié à son travail », avait-elle dit. Après cela, Isabelle vit de moins en moins son père. À 18 ans, elle lui parlait à peine. Richard avait un autre enfant, Marc, 6 ans plus âgé qu'Isabelle. Si sa relation avec Isabelle était devenue froide, celle avec Marc était presque brisée. Marc avait tenté de suivre les pas de son père, étudia le commerce et travailla chez Whitmore Immobilier pendant 3 ans, mais il ne supporta plus. « Tout ce qui t'importe, c'est le profit », avait-il crié lors de leur dernière dispute 4 ans plus tôt. « Tu ne te soucies pas des gens. Tu ne te soucies pas de moi. Tu n'étais même pas là quand Isabelle avait le plus besoin de toi. Tu ne comprends pas la pression de diriger un empire. » Richard riposta la voix pleine de colère et de douleur. « Non, tu ne comprends pas, » dit Marc, les larmes aux yeux. « Tu as échangé ta famille contre des gratte-ciel. Et qu'as-tu maintenant 2 enfants qui te détestent? » Ces mots le transpercèrent. Marc partit ce jour-là.
Depuis seuls quelques courts mails lors des fêtes. Pas d'appel, pas de dîner en famille, juste le silence. Chaque année, le 14 octobre, jour de la mort d'Isabelle, Richard respectait un rituel privé. Il annulait toutes ses réunions, éteignait son téléphone et conduisait 2 heures jusqu'au cimetière Père-Lachaise. Le cimetière ancien, silencieux, étendu sous de vieux chênes, ressemblait plus à un parc qu'à un lieu d'enterrement. La tombe d'Isabelle se trouvait sur une petite colline, sous un chêne séculaire. Richard l'avait choisie parce qu'Isabelle aimait les arbres. Enfant, elle grimpait dans le grand arbre du jardin et y restait des heures à lire. Sa pierre tombale était simple, en granit gris, gravé Isabelle Marie Dubois, 1989-2013. Fille bien-aimée, elle peignait le monde de ses rêves. Richard refusait tout monument extravagant. Isabelle détestait le luxe. Elle aimait la simplicité et la sincérité, des qualités que Richard avait oubliées de son vivant. Cette année marquait le 10e anniversaire, un jalon rond plus lourd que tous les autres. Ce matin-là, Richard se réveilla avant l'aube. Dès 3 heures du matin, il resta allongé fixant le plafond, tandis que les souvenirs d'Isabelle défilaient dans son esprit comme de vieilles bobines de film. Isabelle a 3 ans riant dans ses bras. Isabelle a 10 ans, lui montrant fièrement son dessin. Et Isabelle a 18 ans, le regardant avec des yeux tristes. À 6 ans, Richard enfila un simple costume noir l'ancien que disait Isabelle qu'elle aimait parce que il te fait ressembler à un papa normal quand tu le portes. Il portait une seule rose rouge, sa préférée. Richard n'avait aucune idée que la visite de ce jour allait réécrire le reste de sa vie, car de l'autre côté de la colline, sous ce chêne ancien, se tenait un homme, un concierge aux mains calleuses, visitant silencieusement la tombe d'Isabelle. À côté de lui, un petit enfant déposait soigneusement de minuscules cailloux sur la pierre tombale. Qui était-il et pourquoi pleurait-il devant la tombe de sa fille? Ce matin-là, Richard ne laissa pas le chauffeur prendre le volant. Il voulait être seul. La Mercedes S-Classe noire sortit silencieusement du garage souterrain de la tour Whitmore Immobilier, roulant le long du quai de la Seine, où le fleuve reflétait les premières lueurs de l'aube. La ville s'éveillait. Des joggeurs parcouraient les berges. Les petites boulangeries levaient leurs volets, et l'odeur du pain grillé flottait dans la brise. La vie continuait, même si à l'intérieur de Richard, le temps semblait s'arrêter dès qu'il pensait à Isabelle. Alors que la voiture traversait le Pont-Neuf, le soleil se levait derrière l'horizon parisien, peignant le ciel de traits vibrants d'orange et de rose. Isabelle aimait ces matins-là. Elle avait dit un jour « Chaque lever de soleil est une peinture que l'univers fait à la main papa, et aucun n'est jamais pareil. » Le souvenir serra quelque chose dans sa poitrine. Richard conduisit lentement dans les vieilles rues de Montmartre, bordées de maisons anciennes, de cafés artistiques et de boutiques vintage exhalant un charme nostalgique. 10 ans avaient passé, et le quartier avait changé à bien des égards. Mais le cimetière. Père-Lachaise restait le même silencieux ancien, apparemment intact par le temps. Lorsqu'il se gara et sortit de la voiture, Richard sentit son cœur battre à un rythme étrange inconnu. 10 ans. Pourtant, la douleur restait aussi vive que ce matin fatidique. Certaines blessures ne guérissent peut-être jamais. Certaines pertes, le temps ne peut que les contourner, jamais les traverser complètement. Tenant sa rose rouge, il marcha sur le chemin de pierre qui menait à la colline où reposait Isabelle. Une brise douce soufflait, faisant trembler les feuilles du vieux chêne. Puis, dans le silence du lieu, Richard entendit un son. Au début, il crut imaginer un tour de mémoire, mais non, c'était bien des pleurs. De vrais sanglots brisés déchirant le silence comme une fracture rugueuse. Richard accéléra ses pas, le cœur battant, et lorsqu'il contourna un groupe d'érables rouges, la scène devant lui le fit s'arrêter. Devant la tombe d'Isabelle, un homme était agenouillé les épaules, secoué, le visage enfoui dans ses mains en pleurs.
des sanglots qui semblaient venir du plus profond de l'âme. À côté de lui, une fillette d'environ 9 ans était assise par terre, disposant soigneusement de petits cailloux en une petite pyramide. Sa veste violette était usée, ses cheveux bruns et bouclés attachés en 2 couettes, et ses baskets semblaient un peu grandes des vêtements donnés par quelqu'un d'autre. Richard se figea. C'était l'endroit le plus sacré, qu'il avait un sanctuaire privé, destiné uniquement à lui et à Isabelle. Qui étaient ces gens? Et pourquoi se tenait-il là, juste devant la tombe de sa fille? L'homme n'avait toujours pas remarqué quelqu'un derrière lui. Il continuait de pleurer des sanglots, étouffés, retenus portant le poids de 10 ans de regrets. Mais la petite fille leva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Richard. Et à cet instant, le temps s'arrêta. Ses yeux. Richard les reconnut immédiatement. Ils étaient identiques à ceux d'Isabelle, d'un bleu profond, avec de minuscules reflets dorés, autour de l'iris et une légère courbe vers le haut. Coins et cilieux, exactement comme lorsqu'elle souriait. Son cœur sembla s'arrêter. Il fixa l'enfant, une vague de confusion et de peur l'envahit. « Excusez-moi », dit Richard, essayant de garder sa voix stable. « C'est la tombe de ma fille. » « Qui êtes-vous? » L'homme sursauta et se retourna les yeux rouges. Il semblait avoir une trentaine d'années, cheveux bruns en désordre et visage pâle. « Oh mon Dieu, désolé. Je m'appelle Darius Moreau, et voici Amara. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi pleurez-vous devant la tombe de ma fille? » Darius regarda la tombe, puis releva les yeux. « Je suis venu rendre visite à ma sœur Elena. Sa tombe est là-bas, mais je viens aussi voir Isabelle parce qu'elle comptait tellement pour quelqu'un que j'aimais profondément. Et parce que, dit-il en hésitant, regardant Amara. Parce que quoi? Demanda Richard, le cœur battant plus vite. Darius prit une profonde inspiration. Parce qu'Amara est la fille d'Isabelle. Les mots frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Il chancela s'agrippant aux chaînes pour ne pas tomber. La rose glissa de sa main sur le tapis de feuilles mortes d'un rouge profond, contrastant avec les ors et bruns de l'automne. « Quoi? » murmura-t-il. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? »« Amara est l'enfant d'Isabelle, » répéta Darius, plus fermement cette fois, mais toujours chargé d'émotion. « Et Adrien Colbert, mon meilleur ami. » Richard fixa la fillette. Amara leva les yeux vers lui, ses yeux bleus profonds clairs, comme ceux d'Isabelle. Elle ne comprenait pas le poids de ce qui venait d'être dit. « Monsieur, dit doucement, Amara, sa voix semblable à une petite cloche. Vous êtes triste. Mon papa dit que les gens viennent ici quand ils sont tristes. » La gorge de Richard se serra douloureusement. Il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant. De près, il remarqua encore plus de détails. Son nez, légèrement retroussé, le petit froncement de concentration, la légère boucle au bout de ses cheveux. Tout cela était Isabelle. « Bonjour, » dit-il, la voix tremblante. « Tu es Amara, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête. « Oui, j'ai 9 ans. Je construis de jolis cailloux pour maman. » Elle montra la petite pyramide de galets qu'elle avait soigneusement équilibrée. « Ta mère » répéta Richard, la gorge serrée. Darius s'avança et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Amara, ma chérie, va là-bas et trouve quelques cailloux supplémentaires, d'accord. » Il désigna un chemin un peu plus loin. « Papa a besoin de parler à cet homme 1 minute. » Amara regarda alternativement Richard et Darius, puis hocha la tête. « D'accord, mais tu dois m'aider à construire plus tard. Je te promets, mon amour. » La fillette s'éloigna en sautillant ses grandes baskets, claquant sur le chemin de pierre. Richard la regarda partir, le cœur battant comme un tambour. Lorsque Amara fut assez loin, Richard se tourna vers Darius. « Explique, » dit-il, l'essayant de rester calme, bien que sa voix tremblât. Darius s'assit sur l'herbe, appuyé contre une pierre tombale proche.
Ses yeux étaient encore gonflés. Adrien Colbert était mon meilleur ami au lycée, commença-t-il. Il a rencontré Isabelle dans un cours d'art au Centre culturel de Montmartre il y a environ 11 ans. Richard resta immobile, essayant de reconstituer les pièces du puzzle. Isabelle suivait des cours d'art. Il ne le savait pas. Il n'avait jamais demandé ce qu'elle aimait, ce qu'elle faisait. Ils sont tombés amoureux, continua Darius, rapidement et profondément. Adrien m'a dit qu'Isabelle était la femme qu'il voulait pour toujours. Il prévoyait un futur, une petite maison en banlieue, quelques enfants, un chien, une vie simple. Sa voix se brisa. Il dut avaler difficilement. Richard sentit ses jambes fléchir et s'assit lentement sur le sol froid, se moquant de son costume coûteux. « Pourquoi ne savais-je pas ?» demanda-t-il faiblement. « Pourquoi Isabelle ne me l'a-t-elle pas dit ?» Darius le regarda, ses yeux mêlant sympathie et reproche. « Parce qu'elle avait peur. Peur que vous ne l'acceptiez pas. » Pas, Adrien n'était pas riche. Il était menuisier, vivait à Montreuil. Isabelle disait que son père avait toujours de grands projets pour elle. Vous vouliez qu'elle épouse quelqu'un de votre monde, quelqu'un capable d'étendre l'empire du bois. Non, protesta Richard. Mais il entendait lui-même le vide dans sa voix. Il avait eu des attentes. Il avait essayé de façonner sa vie sans lui demander ce qu'elle voulait. Et il y a une raison de plus, dit Darius doucement. Elle a dit que vous n'étiez jamais là. Elle a essayé de vous joindre plusieurs fois, mais vous étiez toujours occupé. Réunion, affaires, voyage d'affaires. Finalement, elle a cessé d'essayer. Chaque mot était comme un caillou jeté sur sa poitrine, et il n'avait aucune défense. Il avait été absent. Il s'était enfoui dans le travail. Il avait manqué toute la vie de sa fille. « Parle-moi d'eux, » dit Richard, la voix brisée. « D'Adrien et d'Isabelle. Je dois savoir. » Darius regarda Amara qui ramassait des pierres au loin. Un sourire triste effleura ses lèvres. « Ils étaient magnifiques ensemble, dit-il. » Adrien faisait rire Isabelle, un rire venant du fond de la poitrine. Il passait des heures dans son atelier de menuiserie, Adrien sculptant et ponçant Isabelle, dessinant une musique douce, en fond parlant de tout. Richard s'imagina sa fille paisible, heureuse, vivant une vie qu'il n'avait jamais imaginée pour elle. « Il a demandé ?» Sa main demanda Richard. « Oui, » acquiesça Darius. Un soir d'été sur le pont Alexandre II. Pas de diamant clinquant, juste une bague en argent qu'Adrien avait faite lui-même, avec une pierre bleue, la couleur préférée d'Isabelle. Elle a dit oui, immédiatement. Les larmes coulèrent sur le visage de Richard. Il ne les essuya pas. Sa fille était fiancée. Elle avait tracé une vie, et il n'en savait rien. Et Amara murmura-t-il. Isabelle est tombée enceinte et a donné naissance 2 mois avant l'accident. Darius dit qu'ils étaient aux Anges. Ils trouvèrent un appartement plus grand. Adrien fit des heures supplémentaires. Isabelle peignait des fresques pour la chambre du bébé des animaux, des forêts, des ciels étoilés. Il s'interrompit, s'essuyant les yeux. Et puis cette nuit-là arriva. Richard connaissait les grandes lignes. La voiture avait perdu le contrôle sous la pluie, avait percuté la rambarde. Mais maintenant, il voulait connaître toute la vérité. « Helena, ma sœur, conduisait, » dit Darius, la voix lourde. Elle et Isabelle étaient proches depuis le lycée. Ce soir-là, elles étaient allées à une exposition d'art dans le centre de Paris. Adrien voulait y aller, mais il avait la grippe et avait dit à Isabelle de rester à la maison. Elle voulait quand même soutenir son amie pour sa première exposition. Il inspira profondément. Helena avait bu un verre de vin, juste un verre. Mais peut-être était-elle fatiguée et les routes glissantes. Sur le chemin du retour, elle perdit le contrôle. La voiture glissa, heurta la rambarde, puis s'arrêta. Il n'y avait pas besoin de continuer. Richard connaissait déjà le reste. On lui avait dit qu'ils étaient morts instantanément, ce qui semblait plus doux comme si c'était un réconfort.
Comment Adrien a-t-il survécu? Demanda Richard doucement. Il ne l'a pas fait, dit Darius amèrement. Pas vraiment. Son corps a continué, mais son âme est morte avec Isabelle cette nuit-là. Dans les premières semaines, Adrien ne pouvait pas sortir du lit, poursuivit Darius. Je restais avec lui, m'assurais qu'il mangeait, qu'il ne fasse rien d'imprudent. Il pleurait sans cesse, se blâmant lui-même. Si seulement j'avais été là. Si seulement j'avais pu l'arrêter. C'était ma faute. Puis, pour le bien d'Amara, il se força à continuer de vivre. Adrien fut le père le plus dévoué que j'ai jamais vu, dit Darius. Il apprit à donner le biberon, changer les couches, bercer Amara pour qu'elle dorme. Il transforma son atelier de menuiserie en un petit foyer chaleureux. Il travaillait la nuit après que Amara se soit endormie pour pouvoir passer ses journées avec elle. Richard écoutait le cœur serré. Adrien, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, avait fait tout ce que Richard avait échoué à faire pour ses propres enfants. Adrien avait été présent. Il avait aimé. Il avait sacrifié. Adrien éleva Amara pendant 3 ans, dit Darius, la voix attendrie. 3 années magnifiques, mais difficiles. Il l'aimait de tout son cœur. Mais le chagrin de la perte d'Isabelle ne l'a jamais quitté. Il était toujours là, comme une ombre. Puis un jour, alors qu'Amara venait d'avoir 3 ans, Adrien eut un accident sur un chantier. Une poutre en bois tomba sur sa tête. Il mourut sur le coup. J'étais le tuteur désigné d'Adrien, dit Darius. J'ai pris Amara chez moi et j'ai essayé de vous contacter. 3 appels à votre bureau après la mort d'Adrien. 3 messages. Vous n'avez jamais rappelé. Richard frissonna. Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais vraiment pas. Darius sortit une vieille enveloppe de sa poche. Adrien avait conservé cette lettre. Isabelle l'avait écrite à une amie, mais n'avait jamais pu l'envoyer. Richard l'ouvrit avec des doigts tremblants. L'écriture délicate, indubitablement celle d'Isabelle. « Chère Sarah, je suis enceinte. Adrien et moi allons avoir un bébé. Je suis à la fois heureuse et terrifiée. Je n'ai pas dit à mon père. Il n'acceptera pas Adrien. Pas parce qu'Adrien n'est pas bien, mais parce qu'il n'est pas le type d'homme que mon père veut pour moi. Mais Sarah Adrien est tout ce dont j'ai besoin. Nous avons décidé qu'après la naissance du bébé, nous quitterons Paris, la Normandie ou la Loire quelque part au calme. Je peindrai. Adrien travaillera le bois et nous serons heureux. Je sais que cela signifie être loin de la famille. Une partie de moi est triste. Je pensais qu'un jour mon père changerait, mais je ne peux pas attendre éternellement. Si mon père demande, dis-lui que je vais bien. Je suis heureuse. Et peut-être qu'un jour, quand le bébé sera plus âgé, je lui donnerai une chance d'être grand-père. Tout le monde mérite une seconde chance, n'est-ce pas, avec amour, Isabelle. Lorsqu'il eut terminé, les larmes brouillèrent les mots. Sa fille avait été heureuse. Elle avait des projets, des rêves. Elle avait même prévu de lui donner une seconde chance. Mais cette chance n'était jamais venue. Avant que Richard puisse répondre, Amara revint en courant, les mains pleines de cailloux. Papa regarde. Ses yeux brillaient. J'en ai trouvé un rose. Ils sont super rares. Darius sourit, malgré la rougeur de ses yeux. Magnifique, ma chérie. Amara se tourna vers Richard, l'observant avec curiosité. Qui es-tu? Demanda-t-elle en penchant la tête. Richard ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment pourrait-il dire à cet enfant, sa propre chair et son sang, qui il était? Darius posa doucement une main sur son épaule. « Ma chérie, voici Monsieur Richard. Il est ton grand-père. » Amara fixa Richard fronçant les sourcils. « Grand-père » répéta-t-elle goûtant le mot. Puis la compréhension s'éclaira lentement. « Donc c'est le papa de maman. » « Oui, » dit Darius doucement. Amara se tut regardant les cailloux dans ses mains. Puis elle leva les yeux vers Richard. « Est-ce que maman a déjà parlé de toi? » La question frappa Richard comme une lame. Il ne savait pas quoi répondre. Que lui avait dit Isabelle
À propos d'Adrien, qu'il était absent, qu'il avait échoué. Puis il se souvint de la dernière ligne de la lettre. Tout le monde mérite une seconde chance. Ta maman m'aimait, dit-il enfin, la voix tremblante. Et je l'aimais beaucoup. Je n'ai juste pas été très doué pour le montrer. Amara considéra cela, puis hocha la tête. Ce n'est pas grave. Mon papa dit que les adultes ne savent parfois pas dire ce qu'ils ressentent. Un sourire brisé effleura les lèvres de Richard, les larmes coulant toujours. Ton papa était un homme très sage. Je sais, répondit Amara sérieusement. Puis elle leva le caillou rose. Veux-tu m'aider à construire? Richard regarda le caillou, puis le petit visage devant lui. Les yeux d'Isabelle le regardant avec une confiance simple, qu'il ne méritait pas, mais qu'il désirait ardemment. J'aimerais beaucoup, dit-il, en tendant la main. Amara plaça le caillou dans sa paume. Le contact léger, chaud et réel semblait une promesse. Dans les jours qui suivirent leur rencontre, au cimetière, Richard ne pouvait pas arrêter de penser à Amara. Les yeux de la petite glissaient à la fois dans ses rêves et dans ses heures de veille. Il fouilla dans de vieilles photos d'Isabelle, essayant de retrouver les traits communs, les liens invisibles qui les reliaient. Il avait besoin d'en savoir plus. Il avait besoin de comprendre. Richard engagea un détective privé non pas pour chercher des scandales, mais pour vérifier l'histoire de Darius Moreau. Le rapport revint 3 jours plus tard et confirma chaque mot qu'il avait dit. Darius Moreau, 30 ans, travaillait au cimetière Père-Lachaise depuis 7 ans. Ancien électricien, il vivait avec Amara dans un petit appartement d'une chambre à Montmartre. Aucun casier judiciaire. Les voisins le décrivaient comme un père dévoué. Ses documents financiers montraient que Darius vivait extrêmement modestement. Un revenu annuel d'environ 38 000 €, une somme juste suffisante à Paris. Pas de dette, sauf un petit prêt étudiant. Le loyer toujours payé à temps. Les dossiers scolaires d'Amara École publique locale notent de la moyenne à bonne. Les enseignants la décrivaient comme joyeuse créative, parfois un peu timide. Richard réussit également à retrouver d'anciens articles de presse, l'accident d'il y a 10 ans qui avait emporté Isabelle et Helena, et un autre article 3 ans plus tard sur Adrien Colbert. Un menuisier de 26 ans tué sur un chantier. Chaque détail correspondait parfaitement à l'histoire de Darius, et chaque élément ajoutait du poids à la culpabilité qui pesait sur Richard. Une semaine après leur première rencontre, Richard retourna au cimetière Père-Lachaise. Cette fois, il ne se dirigea pas directement vers la tombe d'Isabelle. Il alla chercher Darius. Il le trouva dans l'ancienne section, taillant des buissons, autour de pierres tombales couvertes de mousse. Uniforme de travail John, chemise en flanelle, gants en cuir cheveux, attaché en queue de cheval basse. Monsieur Dubois dit « Darius surprit en retirant ses gants. Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. »« Appelez-moi Richard, » répondit-il. « J'aimerais parler si vous avez un moment. » Darius regarda sa montre. « J'ai une pause de 10 minutes. Il y a un banc en bois là-bas. » Ils s'assirent sous un grand érable, ses feuilles jaunes, tombant lentement comme de lentes secondes sur une horloge. Un bref silence s'étira. Richard ne savait pas par où commencer. « J'ai fait vérifier votre histoire, dit-il enfin. Pas parce que je ne vous croyais pas, mais parce que j'avais besoin de certitude. Je devais savoir que ce n'était pas une erreur ou un rêve. » Darius hocha la tête. « Je comprends. Amara est vraiment ma petite fille. » Lâcha Richard, goûtant encore l'étrangeté de ces mots, l'enfant d'Isabelle. « Et j'ai manqué les 10 premières années de sa vie. » Pas entièrement, dit doucement Darius. « Vous n'avez pas tout manqué. Vous pouvez encore être présent dans son avenir si vous le voulez. »« Je le veux, répondit Richard, la voix urgente. Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai échoué avec Isabelle et Marc. Je ne sais pas comment être un grand-père. Je ne sais pas comment me montrer. » Darius le regarda, et dans ses yeux bruns, il n'y avait aucun jugement, seulement de la compréhension.
La première étape est d'admettre ce que vous venez de faire. La deuxième, décider de faire les choses différemment. La troisième, continuer à se montrer encore et encore. Je veux revoir Amara, dit Richard posément. Pas au cimetière, mais quelque part où elle se sent à l'aise. Accepteriez-vous cela? Darius réfléchit. Je dois penser à ce qui est le mieux pour Amara. Elle a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Elle a perdu sa mère avant sa naissance. Elle a perdu son père à 3 ans. Je ne veux pas qu'elle soit blessée à nouveau. Je comprends, dit Richard en hochant la tête. Je ne vous mettrai pas la pression. Je demande seulement que vous y réfléchissiez. Je veux la connaître. Je veux faire partie de sa vie, si elle me le permet. Darius resta silencieux un long moment, puis dit « Je parlerai à Amara. Je verrai ce qu'elle en pense. Si elle veut me rencontrer, nous organiserons cela selon ses conditions et à son rythme. » « Merci, souffla Richard. C'est tout ce que je pouvais demander. 3 jours plus tard, le téléphone de Richard sonna un numéro inconnu. « J'ai parlé à Amara, dit la voix de Darius. Elle est curieuse à votre sujet. Elle demanda à quoi vous ressembliez, ce que vous faisiez et pourquoi vous n'étiez là que maintenant. J'ai essayé d'expliquer honnêtement, mais avec douceur. Qu'a-t-elle dit? Demanda Richard le cœur battant. Elle veut vous rencontrer, répondit Darius. Mais elle a choisi le parc. Les espaces ouverts la mettent en sécurité. Quel parc, le Jardin du Luxembourg? C'est là que nous allons habituellement. Près de la grande pelouse, il y a un terrain de jeu qu'Amara adore. Samedi 10 heures. Ça vous va? J'y serai, dit Richard. Le samedi matin, Richard se réveilla enveloppé d'un mélange de nervosité et de peur. Il choisit un jean et un pull, essayant d'avoir l'air le plus normal possible, et se rendit seul au Jardin du Luxembourg. Par une matinée d'automne lumineuse, le parc flamboyait de couleurs, les arbres explosant en oranges jaillisses jaunes et rouges. Des enfants couraient sur l'herbe jogger et cyclistes remplissaient les allées sinueuses. Un monde de joie simple qui lui semblait étrangement étranger. Il trouva le terrain de jeux balançoires, toboggans, structures d'escalade, entremêlés, remplis de rires. Près d'une des balançoires se tenaient Darius et Amara. Amara portait une veste orange et un legging violet. Ses cheveux étaient attachés haut. Elle s'était sur la balançoire, jambes formant des arcs dans l'air, le visage lumineux. Richard Darius fit un signe de la main. Amara le vit et traîna les pieds sur le sol pour ralentir. Richard s'approcha le cœur battant. « Salut Amara, dit-il, essayant de garder sa voix légère. « Tu te souviens de moi? » Amara hocha la tête sérieusement. « Oui, vous êtes soit mon grand-père. »« Exactement, » dit Richard en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Et je suis très heureux de te revoir. Papa dit que tu veux passer du temps avec moi. » Amara pencha la tête. « Pourquoi? » La question innocente le fit hésiter. Il jeta un coup d'œil à Darius, qui haussa légèrement les épaules, un petit signe d'encouragement. Richard choisit soigneusement ses mots. « J'aimais beaucoup ta maman. Et quand j'ai découvert que tu existais, j'ai voulu te connaître parce que tu fais partie d'elle et aussi de moi. » Amara réfléchit un instant. « Est-ce que maman m'a manqué? » demanda-t-elle. « Je crois que oui, » répondit Richard, la voix serrée. « Elle m'aimait même si parfois je la rendais triste. Et je pense qu'elle voudrait que nous fassions connaissance. » Amara hocha lentement la tête. « D'accord, tu veux pousser la balançoire pour moi. » La simple demande fit presque pleurer Richard. « Avec plaisir, » dit-il. Richard poussa la balançoire et Amara rit chaque fois qu'elle montait plus haut. Ils marchèrent ensemble, Amara, sautillant pour ramasser les feuilles tombées. Ils s'arrêtèrent près d'un café où Richard acheta chocolat chaud et biscuits. « Que fais-tu comme travail? » demanda Amara. « Je construis et possède des immeubles, » répondit-il. « Donc vous êtes très riche. »« J'ai beaucoup d'argent, oui, » répondit-il.
Mais j'ai appris que l'argent ne rend pas les gens vraiment heureux. Le bonheur, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Amara hocha la tête, comme si c'était évident. J'aime mon papa, dit-elle. Et lui t'aime, ajouta Darius en lui ébouriffant les cheveux. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Richard prit son courage à deux mains. Darius, Amara, j'ai pensé à vous inviter un jour chez moi. J'aimerais montrer à Amara quelques peintures d'Isabelle. Et j'ai aussi quelques autres choses, photos, souvenirs, petites attentions. Je pense qu'elle aimerait voir. Darius regarda Amara qui hocha la tête avec enthousiasme. « Je veux voir les peintures de maman, dit-elle. » Très bien, dit Darius encore prudent. Mais vous devez comprendre, Amara n'est pas habituée à votre style de vie. Je ne veux pas qu'elle se sente dépassée. Je comprends, promit Richard. Je ferai attention. Ils convinrent du week-end suivant. Alors que Darius et Amara se préparaient à partir, Amara courut vers Richard et le serra dans ses bras. Un câlin rapide et serré, mais pour lui, cela signifiait tout. Au revoir, grand-père Richard, dit-elle, puis courut rejoindre Darius. Richard resta là, les regardant partir, le cœur encore chaud de l'étreinte. Grand-père Richard. Ces mots remplirent son cœur de joie et de tristesse. Il avait eu une seconde chance. Il ne la laisserait pas passer. Vers la fin de l'après-midi, Richard reprit son courage. Darius, Amara, j'aimerais vous inviter un jour chez moi. Je veux montrer à Amara les peintures d'Isabelle et quelques autres choses, photos, souvenirs des choses qu'elle pourrait vouloir voir. Darius regarda Amara. Elle hocha vivement la tête. « Je veux voir les peintures de maman. » Très bien, acquiesça Darius, encore prudent. Mais comprenez bien, Amara n'est pas habituée à votre style de vie. Je ne veux pas qu'elle soit submergée. Je comprends, promit Richard. Je ferai attention. Ils fixèrent une date pour le week-end suivant. Avant de partir, Amara courut à nouveau vers Richard et le serra dans ses bras. Un câlin rapide et ferme qui réchauffa sa poitrine. Au revoir, grand-père Richard, dit-elle, puis trotta après Darius. Richard resta là, sa main encore picotant de la chaleur de son étreinte. Grand-père Richard, deux mots à la fois lourds et légers, remplissant son cœur d'un mélange de joie et de peine. Il avait reçu une seconde chance, et cette fois, il ne la laisserait pas échapper. Le samedi suivant, Darius et Amara arrivèrent au penthouse de Richard. Marcus, le chauffeur, les prit dans le hall et les conduisit directement à l'appartement avec l'ascenseur privé. Lorsque les portes s'ouvrirent, les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Ouah !» souffla-t-elle. Debout au centre de l'espace à plafond, très haut de grandes baies vitrées, donnant sur tout Paris, un mobilier minimaliste moderne partout. « Cet endroit est plus grand que tout mon immeuble », murmura-t-elle à Darius. Darius parut légèrement embarrassé. Ses yeux parcouraient le luxe avec un mélange de curiosité et de réserve. Richard remarqua son inconfort et sentit soudain une vague de honte. C'était son monde débordant, extravagant. Pourtant, il lui semblait étrangement vide lorsqu'il pensait au petit appartement chaleureux où Amara avait grandi. « Faites comme chez vous », dit Richard, pleinement conscient de combien la phrase sonnait maladroite dans ce cadre. Richard les conduisit ensuite à son bureau où les peintures d'Isabelle étaient-elles accrochées au mur. Une aquarelle, un lac niché entre des collines ondulantes, le coucher de soleil brossé en orange rose et violet. « C'est peint par ta maman, dit-il doucement. Ma maman a peint ça. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Oui, elle l'a peint à 19 ans. Elle rêvait de vivre près d'un lac, comme celui-ci. Il y avait un croquis au crayon, un bébé endormi dans la marge, pour mon enfant un jour. Amara s'immobilisa. C'est moi, Richard, s'agenouilla à côté d'elle. Je crois que oui. Ta maman a rêvé de toi. Ma maman a rêvé de moi, murmura Amara en touchant doucement le verre. Richard sortit une grande boîte contenant photos, lettres et souvenirs d'Isabelle.
Amara s'assit en tailleur sur le tapis Darius à côté d'elle. Elle souleva chaque objet avec soin, photo d'Isabelle petite, ses journaux d'adolescente, un petit pendentif en forme de lion. Tout ceci appartient à ta maman. Je veux que tu les aies dit, Richard. Amara le tint délicatement. Darius l'aida à le mettre. Elle toucha le petit pendentif, affichant un sourire doux amer. Pendant qu'Amara examinait les souvenirs, Darius s'approcha de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Richard le rejoignit. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans un endroit comme celui-ci, dit Darius doucement. Pas jaloux, pas impressionné, juste un constat. On dirait un autre monde. C'en est un admit, Richard. Et pendant longtemps, c'était le seul monde que je connaissais. Mais à la fin, il est vide. Tout ceci, dit-il en désignant l'appartement luxueux autour d'eux, ne signifie rien s'il n'y a personne avec qui le partager. » Darius se tourna vers lui. « Alors pourquoi changer maintenant après toutes ces années? » Parce que rencontrer Amara m'a montré ce que j'avais vraiment perdu. Pas seulement Isabelle, mais la chance d'avoir une vraie famille. Je ne veux plus perdre de temps. Amara mérite mieux qu'un grand-père qui se montre juste par culpabilité, dit Darius franchement. Tu as raison, répondit Richard sans hésiter. Mais ce n'est pas seulement la culpabilité, c'est l'amour. J'aimais ma fille. Je ne savais juste pas comment le montrer. Et j'ai aimé Amara dès que j'ai vu ses yeux, parce qu'elle fait partie d'Isabelle, et parce qu'elle mérite de savoir qu'elle a une famille. Darius le considéra longuement. Ça ne sera pas facile. La confiance prend du temps. Et Amara, je l'ai tenue éloignée de ce monde pour une raison. Je ne veux pas que l'argent et le privilège la gâchent. Moi non plus, dit Richard. Je veux juste être présent. Darius hocha lentement la tête. Très bien, mais à mes conditions. On y va doucement. Et si à un moment, je sens que ce n'est pas bon pour Amara, on arrête. D'accord. D'accord. D'accord, répondit Richard immédiatement. À partir de ce jour, Richard visita Paris chaque week-end. Parfois au parc, parfois dans le petit appartement de Darius. Il apportait de petits cadeaux attentionnés, un set de qualité pour aquarelle, quand il apprit qu'Amara aimait peindre un livre sur les constellations, lorsqu'elle mentionnait qu'elle aimait d'observer le ciel nocturne, une écharpe en laine douce, quand le vent se refroidissait. Il apprit à écouter, vraiment écouter. Quand Amara parlait de l'école des amis et de ses rêves, il s'asseyait par terre pour construire des tours en Lego, dessinait avec elle, ou regardait ses films d'animation préférés. Un après-midi, Amara demanda « Saviez-vous des choses sur ma maman quand elle était petite ?» Richard lui raconta. Quand Isabelle avait 6 ans, elle peignait des papillons et des fleurs partout sur le mur de sa chambre. J'étais furieux, dit-il, et elle a juste ri en disant « Papa, maintenant tu as de l'art gratuit. » Amara éclata de rire, les yeux scintillants. Ma maman avait l'air amusante. Elle l'était. Richard sourit tristement. J'aurais juste aimé passer plus de temps à voir ça. Tout n'était pas facile. Certains jours, Amara posait des questions qui laissaient Richard sans voix. « Pourquoi n'es-tu pas venu voir ma maman quand elle était encore vivante ?» Richard resta silencieux longtemps. Dans la cuisine, Darius s'immobilisa à mi-mouvement, mais n'intervint pas. « J'avais tort, » dit enfin Richard. « Je pensais que le travail était plus important que la famille. Je pensais que l'argent et le succès me rendraient heureux. Quand j'ai compris la vérité, ta maman était partie. Étiez-vous triste? » Tous les jours, admit Richard. Mais être avec toi me fait sentir plus proche d'elle. Tu as son sourire, sa curiosité, son cœur tendre. Amara réfléchit un instant, puis grimpa sur le canapé et posa sa tête sur son épaule. Tu peux être triste, mais tu n'es pas seul, parce que maintenant, tu m'as moi. Ces mots simples et innocents débloquèrent quelque chose à l'intérieur de Richard. Il serra la petite contre lui et laissa les larmes couler.
Richard apprit progressivement le rythme de la vie de Darius et d'Amara. Difficile, mais chaleureux. Il vit Darius jongler avec les factures, faire des horaires le week-end pour qu'Amara ait des vêtements chauds et des repas complets, des dîners simples, pâtes, soupe, sandwich. Amara mangeant toujours la première. Un soir, Richard apporta un repas italien coûteux à emporter. Le regard de Darius, reconnaissant mais tendu, lui montra qu'il avait mal interprété la situation. « Je suis désolé », dit Richard rapidement. « Je voulais juste contribuer au dîner. »« Je sais que ton intention est bonne, » soupira Darius. « Mais nous n'avons pas besoin de charité. Nous allons bien. Pas beaucoup, mais nous avons. »« Je ne le vois pas comme de la charité, » répliqua Richard. « Je le vois comme partager un repas comme une famille. Mais la prochaine fois, je demanderai d'abord. » Darius le regarda longuement, puis hocha la tête. « Merci. » Ils dînèrent ensemble des plats italiens raffinés, sur de vieilles assiettes en formica. L'air se réchauffa progressivement. Amara bavardait sur l'école, la peinture et le chat qu'elle voulait, mais leur immeuble n'autorisait pas les animaux. C'étaient ces tranches de vie quotidiennes qui faisaient prendre conscience à Richard de tout ce qu'il avait manqué. Quand le vent froid souffla, Richard invita Amara à apprendre le patinage sur la patinoire en plein air. Air du jardin des Tuileries. Je n'ai jamais patiné avant. Les yeux d'Amara s'illuminèrent. Richard, qui avait appris enfant dans des patinoires privées, se retrouva dans un rôle inhabituel, celui de professeur. Il lui tenait la main, la guidant pas à pas. « Plie un peu les genoux », instruisit-il. « Pousse avec ton pied. » « Oui, exactement comme ça. » Amara tomba à plusieurs reprises, riant à chaque fois qu'elle se relevait. Darius trébucha encore plus, ce qui fit rire Amara si fort que son visage devint rouge. « Papa a l'air d'un pingouin », s'écria-t-elle. À la fin de la séance, Amara put patiner seule, et Darius ne s'accrocha plus à la rambarde. Les trois se réchauffèrent les mains au stand de chocolat chaud, les joues rougies par le froid et l'excitation. « Aujourd'hui est le meilleur jour de ma vie », s'exclama Amara en aspirant la dernière goutte de sirop. Richard la regarda, le cœur plein. La famille se construisait à partir de moments comme celui-ci, pas avec l'argent ou des cadeaux, mais avec le temps et la présence. Un soir, après qu'Amara soit allée se coucher, Darius prépara du thé. Ils s'assirent à la petite table de cuisine. « Merci », dit Richard doucement, « de m'avoir donné une chance, de m'avoir fait confiance avec Amara. »« Ne me remercie pas encore », sourit légèrement Darius. « Tu passes encore le test. »« Je sais, dit Richard. « Et je continuerai à essayer chaque jour. » Darius baissa les yeux vers sa tasse. Honnêtement, quand je t'ai vu pour la première fois au cimetière, j'ai pensé que tu étais le genre de milliardaire privilégié qui essaierait d'acheter sa place dans la vie d'Amara. Mais tu m'as surpris. Surpris comment? En te montrant régulièrement, en écoutant, en essayant de comprendre notre vie au lieu d'imposer la tienne. Ça vaut plus que n'importe quel cadeau. Richard resta silencieux, ému. Adrien, c'était un bon père, n'est-ce pas? Le meilleur, dit doucement Darius. Il aimait Amara plus que tout. Et il voudrait qu'elle te connaisse, qu'elle connaisse sa famille. Penses-tu qu'Adrien m'accepterait? Darius réfléchit un instant. Au début, il serait probablement incertain, mais s'il voyait que tu aimes Amara et que tu travailles pour elle, je crois qu'il le ferait. À l'approche de Noël, Richard les invita à dîner au penthouse. Darius hésita, mais Amara était si excitée qu'il accepta. Richard engagea un chef, mais demanda un repas simple et chaleureux, dinde purée de pommes de terre, légumes, rôtis, tartes. Rien d'extravagant. Il prépara des cadeaux attentionnés. Pour Amara, un chevalet et un bon set de peintures à l'huile pour nourrir son talent. Pour Darius, un manteau d'hiver solide, pas tape à l'œil mais pratique. La veille de Noël, le penthouse était décoré simplement un sapin, une couronne de la musique douce. « C'est si joli », s'exclama Amara en voyant le sapin. Ils s'assirent pour manger.
Pour la première fois depuis des années, le penthouse de Richard ressemblait à une maison remplie de rires, de conversation et d'un sentiment d'appartenance. Lorsqu'il fut temps d'ouvrir les cadeaux, Amara serra Richard dans ses bras en voyant le chevalet. « Grand-père, c'est parfait. » Darius ouvrit son cadeau, un manteau d'hiver, et Richard vit un éclat de gratitude et de soulagement dans son regard. Son vieux manteau avait un trou au coude et peut-être un peu d'acceptation. « Merci, » dit-il simplement. Puis Amara tendit à Richard son cadeau enveloppé dans du journal scotché de manière inégale. À l'intérieur, une peinture qu'elle avait réalisée. Richard, Darius et Amara se tenaient devant la tombe d'Isabelle se tenant par la main. Au-dessus d'eux, un ciel étoilé. Parmi les étoiles, une femme aux longs cheveux leur souriait depuis le ciel. « C'est ma maman, » murmura Amara. « Je crois qu'elle nous regarde d'en haut. » Richard ne pouvait pas prononcer un mot. Il serra Amara dans ses bras et laissa ses larmes couler librement. « Merci, » murmura-t-il. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Au fur et à mesure que son lien avec Amara se renforçait, Richard réalisa qu'il ne pouvait plus éviter Marcus. 4 ans de silence. L'écart entre père et fils était devenu un canyon presque impossible à combler, mais Amara méritait de connaître pleinement sa famille. Et Marcus méritait de savoir qu'elle existait. Un soir, Richard prit le téléphone, la main légèrement tremblante. Marcus, c'est papa. Une longue pause. Je sais. Ton nom apparaît sur l'écran. De quoi veux-tu parler? De la famille d'Isabelle et de ta nièce. Quoi, ils convinrent de se rencontrer le lendemain matin dans un café tranquille du quartier latin, quelque part de neutre, loin du penthouse de Richard et du studio d'architecture de Marcus à Saint-Germain-des-Prés. Richard arriva en avance, le ventre noué par les nerfs. Lorsque Marcus entra, il reconnut à peine son fils. 36 ans maintenant, plus posé, quelques cheveux gris aux tempes. Paul simple jean sac en bandoulière. L'air d'un architecte accompli, n'ayant rien à prouver. Marcus dit « Richard en hésitant entre un câlin ou une poignée d'une main. Au final, il choisit de rester simplement debout. Papa fit Marcus en hochant légèrement la tête et s'assit. « Tu as l'air plus vieux. » Le temps ne s'arrête pas, essaya de plaisanter Richard, la voix tendue. Le serveur apporta leur commande. 2 cafés bien chauds arrivèrent. Un lourd silence s'installa. Marcus commença. « Tu as dit nièce. » Richard prit une profonde inspiration et lui raconta tout. La rencontre au sein entière. Darius et Amara. Que Isabelle avait une fille dont la famille n'avait jamais entendu parler. Marcus écouta, le visage presque impassible. Quand Richard eut fini, il resta silencieux longtemps. « Isabelle avait une petite fille, » dit-il enfin, la voix tremblante. « Depuis combien de temps le sais-tu? 2 mois. Et tu me le dis, seulement maintenant. » Un faible ressentiment brûlait sous ses mots. « Désolé. J'avais besoin de temps pour comprendre, pour commencer à construire un lien avec elle. J'avais peur de tout gâcher dès le départ. Gâcher comment Marcus laissa échapper un demi-rire amer. « Oh oui, de la même façon que tu fais toujours. Prioriser le travail, fermer tes sentiments, te comporter comme un PDG au lieu d'un père. » Ces mots frappèrent profondément, mais Richard ne les esquiva pas cette fois. « Tu as raison surtout. Je vous ai échoué, toi et Isabelle. J'ai mal priorisé. Maintenant, Isabelle est partie. Mon fils est distant. Et j'ai une dernière chance avec Amara. Je ne peux pas la perdre. » Marcus regarda son café. « Sais-tu quelle a été la partie la plus difficile d'être ton fils? » Richard secoua la tête. « Ce n'était pas l'argent. J'avais tout sauf toi. Tu n'étais pas là pour mes matchs, pour mon récital. Le jour de ma remise des diplômes, tu étais à Singapour. J'envoyais des cadeaux, disait Richard chaque semaine.
Une Rolex. J'avais 18 ans. Je n'avais pas besoin d'une montre. J'avais besoin d'un père. Marcus fit une pause, puis continua sa voix plus tranchante. Et Isabelle sais-tu qu'elle m'a appelé quelques mois avant de mourir? Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait rencontré quelqu'un qu'elle était amoureuse, mais qu'elle avait peur de te le dire. Je lui ai dit de vivre sa vie. Puis elle est morte. Les larmes montèrent aux yeux de Richard. Elle a été heureuse. Elle aimait Adrien. Ils allaient se marier, fonder une famille. Marcus s'essuya les yeux. Au moins, elle a eu ça. Ils restèrent là, deux hommes adultes, pleurant silencieusement au milieu d'un café bondé. Quelques regards curieux se posèrent sur eux. « Veux-tu rencontrer Amara » demanda doucement Richard. « Elle sait pour moi » demanda Marcus. « Elle sait qu'elle a un oncle. Je lui ai parlé de toi, que tu es architecte et que tu conçois de beaux bâtiments. » Elle était enthousiaste. « Lui as-tu dit que nous ne parlons pas » demanda-t-il. « Non, je ne voulais pas qu'elle soit triste ou qu'elle pense que la famille n'est que du drame. » Marcus soupira. « Mais parfois la famille est compliquée. » « C'est vrai, acquiesça Richard. Mais elle peut aussi guérir si nous essayons tous les deux. » Marcus regarda son père longuement. « Je ne promets pas le pardon. Pas encore. Je suis encore en colère. Mais je veux la rencontrer. C'est ma nièce. C'est de la famille. » « C'est tout ce que je pouvais espérer, » dit Richard. Ils choisirent le Musée des enfants de Paris pour cette première rencontre. Un endroit amusant et sûr pour Amara. Lorsque Marcus arriva, Amara était dans l'espace artistique, dessinant un gigantesque dinosaure sur une grande feuille. Darius se tenait à proximité, et Richard conduisit Marcus vers elle. Amara appela doucement Richard. « Quelqu'un veut te rencontrer. » Elle leva les yeux pinceaux encore à la main, son regard curieux, oscillant entre Richard et Marcus. « C'est l'oncle Marcus » présenta Richard. « Mon fils, ton oncle. » Les yeux d'Amara s'illuminèrent. « C'est toi qui conçois des bâtiments. » Marcus se baissa à son niveau. « Exact. Et tu dois être Amara. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Vraiment? »« De qui? » ?»« De ton grand-père, dit Marcus en levant les yeux vers Richard, le visage impassible. Grand-père Richard dit que tu es très intelligente et que tu construis de belles choses, dit Amara. J'essaie, sourit Marcus. Aimes-tu dessiner? J'adore. Ma maman dessinait aussi. Papa dit que je dessine comme elle. Une émotion passa sur le visage de Marcus, tristesse et tendresse mêlées. Ta tante Isabelle était incroyable. Elle dessinait des dragons des châteaux et des vaisseaux spatiaux, juste pour moi. Vraiment, je peux dessiner ça. Tu veux voir? J'adorerais. Amara le tira vers la table et commença à lui montrer ses dessins. Marcus les étudia attentivement, posant des questions, louant ses choix. Richard et Darius observaient de loin. « Il est doué avec elle », murmura Darius. « Marcus a toujours été gentil avec les enfants », répondit Richard. « Il s'occupait d'Isabelle quand elles étaient petites. Il sera un bon père un jour. »« A-t-il une famille » demanda Darius. « Non, il s'était fiancé une fois, mais a rompu. Il a peur de répéter mes erreurs, de mettre le travail avant de la famille. » Après leur sortie du musée, le groupe s'arrêta dans une pizzeria locale. Amara s'assit entre les deux hommes, bavardant sans cesse sur le jeu de construction de la ville. « J'ai construit un gratte-ciel. Pas aussi haut que celui de grand-père, mais il est pas mal. Je suis sûr qu'il est bien rite Marcus. » Quand il fut temps de se dire au revoir, Amara serra Marcus dans ses bras. « Tu reviendras » demanda-t-elle. Marcus la regarda, puis Richard. « Oui, je reviendrai, dit-il. » Darius conduisit Amara en avant.
Marcus resta avec Richard sur le trottoir, le vent froid glissant sous leur col. « Elle est spéciale, » dit Marcus. « Oui, » acquiesça Richard. « Et tu fais vraiment des efforts, » continua Marcus. « Avec elle, je le vois. Tout ce que je veux, c'est ne pas répéter mes erreurs avec toi et Isabelle. » « Ça n'efface pas le passé, » dit Marcus lentement. « Mais c'est un début. C'est tout ce que j'espère, » répondit Richard. Marcus hocha la tête. « Je t'appellerai. Peut-être qu'on pourra dîner. Juste nous deux. Parler davantage. » « J'aimerais ça, » dit Richard, la voix emplie d'espoir. Marcus se tourna pour partir, puis s'arrêta sans se retourner. « Papa, je ne promets pas que tout ira bien tout de suite, mais je veux essayer. »« Merci, » murmura Richard. Avec le temps, Richard commença à remarquer les fissures dans la vie de Darius. Une fatigue constante s'accrochait à lui des mèches grises prématurées dans ses cheveux, malgré ses 30 ans à peine. Parfois, en pleine conversation, Darius devait sortir dans le couloir. Pour prendre des appels, la voix retenue comme s'il essayait de tout maintenir en équilibre. Un après-midi, lorsque Richard passa à l'appartement, il trouva Darius assis à la table de la cuisine, entouré d'un fouillis de factures. Amara était encore à l'école. Darius appela doucement Richard, même si la porte était restée ouverte. « Es-tu d'accord » Darius leva les yeux rougis. « Je ne sais vraiment pas quoi faire de plus, » dit-il d'une voix étranglée. « De quoi de tout ?» Il désigna la pile de papier. Le loyer a augmenté. Amara a besoin de nouvelles chaussures. Elle grandit si vite. Le chauffage est tombé en panne. Le propriétaire m'a dit de le réparer moi-même. Et le cimetière a réduit les horaires d'hiver pour des raisons budgétaires. Richard s'assit à côté de lui en examinant les chiffres. Le total n'était pas énorme, selon ses standards environ 3 000 €. Mais avec le revenu de Darius, c'était comme un mur de briques. « Laisse-moi t'aider, » dit Richard. « Non. » Darius répondit immédiatement. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit doucement Richard. « C'est la famille qui aide la famille. Amara est ma petite fille. Tu as tout porté seul pendant 9 ans. Laisse-moi en porter une partie. Je ne veux pas te devoir, alors considère ça comme un prêt. Rembourse-moi quand ça ira mieux. Mais pour l'instant, ne laisse pas ces factures t'étouffer. » Darius le regarda longuement, fierté et pragmatisme tirant dans des directions opposées. « Je vais réfléchir, » dit-il. Richard n'attendit pas la réponse. Quelques jours plus tard, il prit des mesures discrètes. Il demanda à son avocat de prépayer 6 mois de loyer de manière anonyme. Le problème de chauffage fut réglé via le service d'entretien de l'immeuble également de manière anonyme. Puis il fit autre chose. Il contacta le responsable du cimetière du Père-Lachaise, un vieil ami du monde de l'immobilier. Richard ne demanda aucun traitement spécial. Il s'enquit simplement s'il existait des postes stables mieux rémunérés et correspondant aux compétences de Darius. Le responsable, qui appréciait déjà Darius, accepta de lui proposer un entretien pour un poste de coordinateur de maintenance, un rôle hybride entre administratif et terrain, avec une augmentation annuelle de 8 000 €. Lorsque Darius reçut l'invitation à l'entretien, il alla immédiatement trouver Richard, la suspicion dans les yeux. « Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ça ?» demanda-t-il. « J'ai dit au responsable que tu étais fiable, » répondit Richard honnêtement. « La décision leur appartient. Tu dois quand même passer l'entretien correctement. Pourquoi fais-tu ça? Parce qu'Amara a besoin d'un foyer stable. Et parce que tu ne devrais pas t'inquiéter du loyer chaque mois, et parce que maintenant, nous sommes amis, Darius. » Les amis s'entraident. Le doute dans les yeux de Darius s'adoucit. Si j'obtiens ce poste, c'est parce que je le mérite pas à cause de ton argent. C'est exactement ce que j'espère. Une semaine plus tard, Darius obtint le poste grâce à son expérience et sa compétence calme. Tout ne se passa pas parfaitement. En février, l'enseignante d'Amara convoqua Darius pour une réunion.
et Richard, désormais inscrit comme contact d'urgence, fut également invité. Dans une salle lumineuse et colorée, remplie d'œuvres d'élèves, Madame Thompson. Une femme douce d'âge moyen, expliqua. Amara est une élève merveilleuse, intelligente, créative, gentille, mais elle a changé récemment. De quelle manière Darius agrippa l'accoudoir de la chaise. Elle se replie sur elle-même. Elle s'assoit seule pendant la récréation. Elle fait toujours son travail, mais avec une attitude du type « je dois juste finir », comme si cela ne lui importait plus. En entendant cela, Richard sentit une torsion dans son estomac. Sa présence avait-elle perturbé l'équilibre délicat de son jeune monde? « A-t-elle dit quelque chose ?» demanda Darius. « Quand je lui demande, dit-elle, « je vais bien ». Mais mon instinct peut dire le contraire. Ce soir-là, les trois s'assirent ensemble dans la petite cuisine. Dîner un bol de macaroni, au fromage le plat préféré d'Amara préparé par Darius. Chérie, commença doucement Darius. Ton grand-père et moi avons rencontré Madame Thompson aujourd'hui. Amara baissa les yeux sur son assiette. Je sais, dit-elle. Elle a dit que tu étais triste, dit Richard. Et nous voulons t'aider, mais tu dois nous dire ce qui te tracasse. La fillette resta silencieuse longtemps, puis murmura. Les enfants à l'école ont demandé pourquoi j'avais deux papas. Darius et Richard échangèrent un regard rapide. Deux papas, papa et grand-père, expliqua Amara. Ils ont demandé pourquoi parfois grand-père Richard me récupérait et pourquoi papa était mon papa s'il n'est pas le fils du grand-père. Je ne savais pas quoi répondre. Le cœur de Richard se serra. Dans ses efforts pour faire partie de sa vie, il n'avait pas envisagé à quel point cela pouvait être compliqué pour elle. « Qu'as-tu dit à tes amis ?» demanda doucement Darius. « Je leur ai dit la vérité, que le grand-père est le papa de ma maman et que papa est celui qui m'a élevé après que maman et mon papa soient partis. Mais ils ont posé plus de questions. Tant de questions. Et je me suis sentie bizarre. » Elle renifla. « Je veux juste être normale, » murmura-t-elle. « Je veux une maman et un papa comme tout le monde. Je veux que ce soit moins compliqué. » Richard sentit la chaleur monter dans ses yeux. « Je suis désolé si ma présence a rendu les choses plus difficiles. » « Non. » Amara leva rapidement les yeux. « Je ne veux pas que tu partes. J'aime t'avoir ici. Mais parfois, j'aimerais que tout soit plus simple. » Ils consultèrent la conseillère d'école. Le conseil, être ouvert sur leur structure familiale. Apprendre à Amara à raconter son histoire avec assurance. Ils demandèrent aussi à Mme Thompson d'incorporer une leçon sur les différents types de familles et parents célibataires, tuteurs, grands-parents, familles adoptives, pour normaliser la diversité. À la maison, ils en parlèrent avec elle. Certains enfants n'ont qu'une mère, dit Darius. Certains ont deux papas, certains vivent avec des grands-parents. Tu as un papa et qu'un grand-père, tous deux qui t'aiment, ajouta Richard avec un sourire. Et je pense que notre famille est plutôt merveilleuse. Elle est pleine d'amour, pensa Amara. Donc je peux dire à mes amis que ma famille est spéciale à sa façon. Exactement, dit Darius en lui ébouriffant les cheveux. Après cela, Amara s'ouvrit de nouveau progressivement. Madame Bourhay Thompson rapporta qu'elle jouait avec ses camarades et faisait ses devoirs avec soin. Pendant ce temps, Richard et Marcus réduisirent lentement la distance. Ils se rencontrèrent pour dîner une fois par mois. Gênant au début, plein de pauses, mais finalement les conversations devinrent naturelles. Marcus parla de son travail. Des projets pas clinquants, mais pleins d'âme et de communauté. Pour la première fois depuis des années, Richard écouta sans interrompre. « J'ai toujours voulu faire ça, dit Marcus, lors d'un dîner. Créer des espaces où les gens vivent réellement, pas seulement qu'ils occupent. C'est admirable, répondit Richard. Et je suis désolé si je t'ai déjà fait sentir que ton travail était inférieur. Tu l'as fait, dit Marcus, sans ressentiment, juste un fait.
Mais j'ai trouvé mon propre chemin. Je suis fier de toi, dit Richard, la voix épaisse. J'aurais dû le dire plus tôt. Un vrai sourire traversa le visage de Marcus. Merci, papa. Ça veut dire plus que tu ne le sais. Marcus passa également plus de temps avec Amara. Il l'emmena dans son studio, lui montra des maquettes, expliqua les structures, l'éclairage, la ventilation. Amara, qui adorait créer des choses, écoutait comme si elle buvait chaque mot. « Puis-je aussi dessiner quelque chose ?» demanda-t-elle avec impatience. « Bien sûr », répondit Marcus en lui tendant du papier et un crayon. « Faisons une vraie maison de poupée d'architecte, d'accord ?» À partir de ce moment, ils eurent un projet mensuel. Amara esquissant des idées pendant que Marcus lui montrait comment dessiner les élévations, les angles, les proportions. Cela devint un fil de soie, reliant l'oncle et la nièce, solide, doux et chaleureux. Au fil de ces mois, la petite famille apprit à respirer ensemble, à alléger la pression de l'argent, grâce à une aide subtile à dénouer les angoisses scolaires par le dialogue ouvert, et à réparer lentement la fracture entre père et fils en se montrant de manière constante patiente sans éclat. En mars, une femme apparut à la porte de Darius, grande rousse, vêtue d'un costume coûteux. Le regard ferme et inébranlable. « Je suis Catherine Whitmore, » dit-elle, l'ex-femme de Richard. « J'ai le droit de rencontrer ma petite fille. » Darius se figea. « Vous devriez d'abord parler à Richard. » J'ai essayé. Il n'a pas répondu. Amara est-elle à la maison? Elle était à l'école et je ne peux pas vous la faire voir sans l'accord de Richard. Laissez-moi l'appeler. Nous organiserons cela correctement. Catherine l'observa longuement puis acquiesça. Très bien, mais je ne me laisserai pas mettre de côté. Amara est de la famille et j'entends faire partie de sa vie. Ce soir-là, Richard rencontra Catherine dans un restaurant calme, quelque part de neutre paisible, loin du poids explosif, des vieilles blessures. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé ?» demanda Catherine dès qu'ils s'assirent. « À propos d'Amara. »« Parce que je ne l'ai appris moi-même que 3 mois plus tôt, » dit Richard. « J'essaie de comprendre pour me rapprocher. » Et moi alors, Isabelle, était ma fille. Amara est ma petite fille. Nous sommes divorcés depuis 15 ans. Nous parlons à peine. Parce que tu m'as blessé. Catherine s'emporta. Tu as mis le travail en premier, et quand Isabelle est morte, je ne pouvais pas te regarder sans me souvenir de tout ce que j'avais perdu. Richard adoucit sa voix. Je sais, et tu as raison, mais j'essaie d'être différent maintenant avec Amara, avec Marcus. Je veux aider sa grand-mère, dit Catherine doucement. Ne me prive pas de ça. J'ai perdu Isabelle. Ne me laisse pas perdre ma petite fille aussi. Richard regarda la femme qui avait été autrefois sa compagne. Très bien, mais nous devons être prudents. Amara a déjà traversé beaucoup de changements. Je comprends. Je veux juste la rencontrer, la connaître. Quelques semaines plus tard, ils organisèrent une rencontre au parc des Buttes Chaumont. Richard, Darius, Amara et Marcus étaient tous là. Catherine s'approcha et Amara se réfugia instinctivement derrière Darius. Catherine se mit à genoux, les yeux brillants. « Bonjour, ma chérie. Je m'appelle Catherine. Je suis la maman de ta maman, ta grand-mère. » Amara regarda Darius, vit qu'il hocha la tête, puis se tourna vers Catherine. « Est-ce que vous ressemblez à ma maman? » Catherine sourit à travers ses larmes. « On disait ça autrefois. Ma maman avait les cheveux comme les vôtres. Et j'ai les yeux de ma maman, murmura Amara doucement. « Oui, » répondit Catherine. « Et je suis tellement heureuse de enfin vous rencontrer. » Pendant 1 heure, elles discutèrent, Catherine montrant des photos d'enfance d'Isabelle, racontant des histoires, répondant aux innombrables questions d'Amara. Quand il fut temps de partir, Amara la serra dans ses bras. « Vous reviendrez, n'est-ce pas? Je te le promets. » L'arrivée de Catherine ajouta une autre couche complexe à la dynamique familiale. Richard et Catherine durent apprendre à coexister, non pas comme couple, mais comme 2 grands-parents partageant l'espace aimant la même enfant. Ce n'était pas toujours facile. Il y eut des désaccords sur les limites sur les cadeaux.
Catherine avait tendance à exagérer pour la planification, mais tous deux étaient déterminés à faire ce qui était le mieux pour Amara, et cet engagement les guida à travers les frictions. Marcus, pour sa part, fut heureux de retrouver sa mère dans sa vie. Ils se rencontrèrent régulièrement soignant les vieilles blessures et comblant les espaces silencieux qui avaient longtemps existé entre eux. « Je suis vraiment content qu'elle soit là, dit Marcus à Richard un soir. La petite mérite de connaître ses deux grands-parents. Tu as raison, dit Richard. Et je suis désolé de ne pas y avoir pensé plus tôt. Dans ce nouveau rythme, leur famille tenue ensemble par d'anciennes fractures et de nouveaux liens continua d'avancer lentement, prudemment, mais avec constance. Soit au centre de tout cela, se tenait Amara soutenue par des mains qui avaient autrefois été maladroites, mais qui apprenaient maintenant à se tenir correctement. Octobre arriva à nouveau 11 ans après le décès d'Isabelle. Mais cette année, Richard ne se rendit pas seul à Greenwood. Toute la famille l'accompagna Richard, Marcus, Catherine, Darius et la petite Amara. Ils marchèrent ensemble, imparfaits, mais unis pour honorer Isabelle. La journée était chaude, le soleil inondant d'or la pierre tombale. Chacun apporta un cadeau, Richard une rose rouge comme il le faisait depuis 10 ans. Marcus, une lettre manuscrite remplie de mots qu'il n'avait jamais prononcés. Catherine, l'écharpe qu'Isabelle avait autrefois aimée. Darius, une photo d'Isabelle et d'Adrienne, riant ensemble. Amara, un dessin de leur famille sous un chêne mains entrelacées. Au-dessus d'eux, elle avait dessiné une femme aux longs cheveux souriant du ciel. « C'est ma maman, dit-elle. Elle nous regarde toujours. » Ils restèrent silencieux, un cercle imparfait mais rempli d'amour. Richard lut le poème préféré d'Isabelle. Marcus partagea des souvenirs. Catherine pleura doucement, prenant la main de Richard pour la première fois depuis plus de 10 ans. Darius inclina la tête. « Isabelle, dit-il doucement, tu as apporté de la lumière dans la vie d'Adrienne. Et à travers Amara, cette lumière continue. » « Merci, murmura la petite voix d'Amara. « Maman, je ne me souviens pas de toi, mais j'entends tellement de belles histoires. Je sais que tu m'aimes, parce que je le sens chaque jour. » Après le mémorial, ils se rendirent à la petite maison, au bord d'un lac dans la région parisienne, celle que Richard avait achetée. « J'ai acheté cet endroit, pour nous, dit-il. Une maison où la famille peut se rassembler, où Amara peut grandir au milieu de la nature, où nous pouvons créer de nouveaux souvenirs. » Amara courut sur la terrasse les yeux écarquillés. « Ça ressemble exactement à l'image que ma maman a dessinée. »« Exactement. C'était l'idée, » répondit Richard. Ils explorèrent la maison, une chambre pour Amara peinte en lavande douce, et donnant sur le lac une chambre pour Darius, des chambres pour Marcus et Catherine, et un studio baigné de lumière où Amara pourrait dessiner comme sa mère. « C'est magnifique, » murmura Marcus depuis le quai. « Isabelle aurait adoré, » murmura Catherine. « C'est ce que je voulais, » répondit Richard, pour garder son rêve vivant. Ils restèrent tout le week-end. Le premier matin, Richard apprit à Amara à pêcher. Ils étaient assis sur le quai, les jambes balançant au-dessus de l'eau. « Papy, demanda-t-elle, tu penses que maman nous regarde? » Richard leva les yeux vers le ciel bleu infini. « J'en suis sûr, et je pense qu'elle sourit en nous voyant tous ici ensemble. »« Tu crois qu'elle est fière de moi? »« Plus que tout, murmura-t-il, tu es tout ce qu'elle a toujours souhaité. Intelligente, gentille, créative. » Amara posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime, papy Richard. »« Moi aussi, » répondit-il la gorge serrée. Cet après-midi-là, toute la famille prépara le dîner. Chaotique, bruyant, rempli de rire. Marcus préparait la salade. Catherine s'occupait du dessert. Darius grillait le poulet et Richard gérait les pommes de terre légèrement brûlées. « Tu n'as vraiment pas le talent pour ça, taquina Marcus. »« Je sais, rit Richard, mais au moins j'essaie. »
Ils mangèrent sur la terrasse, regardant le coucher du soleil, peindre le ciel en orange-rose et violet exactement comme Isabelle aimait le dessiner. À Isabelle, dit Richard, en levant son verre. À Isabelle, répétèrent-ils. Quand la nuit tomba, Richard s'assit seul sur le quai. Le lac était immobile, reflétant 1000 étoiles. Darius apparut avec 2 tasses de thé fumant. « Je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin. » Ils restèrent dans un silence confortable. « Amara est heureuse, » dit enfin Darius. « Elle a une famille, maintenant une maison. C'est toi qui as rendu cela possible. »« Pas seulement moi, » répondit Richard. « Nous tous depuis le jour où nous nous sommes rencontrés au cimetière. Je pensais que tu n'étais qu'un autre milliardaire arrogant. »« Et est-ce que je t'ai déçu ?» demanda Richard avec un léger sourire. « Non, » dit Darius. « Tu m'as surpris. Tu as appris à écouter, tu as changé. À ton âge, ce n'est pas facile. J'ai dû le faire pour Amara, pour Marcus et pour Isabelle, même si c'est trop tard. »« Il n'est jamais trop tard, » dit doucement Darius. « Elle nous regarde toujours et elle est fière de toi. » Richard leva les yeux vers le ciel. Une larme glissa non pas de chagrin, mais de pardon enfin mérité. « Merci Isabelle, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir appris à aimer à nouveau et à vivre à nouveau, alors que les étoiles flamboyaient au-dessus. » Richard Whitmore comprit enfin. Il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard, pour aimer, jamais trop tard pour rentrer à la maison auprès de la famille de son cœur, de soi-même. La famille ne se définit pas par la perfection, mais par le choix de l'amour même, lorsque ça fait mal. Pas en évitant les erreurs, mais avec le courage de se relever chaque jour et d'essayer de faire mieux. Ceux que nous aimons même, lorsqu'ils sont partis, ne disparaissent jamais vraiment. Ils vivent dans nos souvenirs, dans la bonté qu'ils ont laissée, dans la chaleur qui traverse les générations. Isabelle avait rêvé d'une maison au bord du lac remplie de rires, d'une famille unie par la tendresse d'une vie tissée d'art et de joie. Elle n'a pas vécu pour la voir, mais son rêve est devenu réalité. Dans Amara, la petite fille portant ses yeux dans ceux de Richard, le père qui avait autrefois perdu son chemin et qui retrouve maintenant la route vers la maison. Dans leur famille imparfaite mais entière. Richard qui avait tout tenu autrefois et se sentait n'avoir rien trouva enfin ce qui comptait vraiment, une famille, un but, un foyer.